d'espèces animales qui sont en train de disparaître, le nombre de papillons qui disparaissent, le nombre de poissons, le nombre d'animaux sauvages. Nous sommes en train, en quelque sorte, d'éradiquer la vie sur Terre. L'homme est en train d'éradiquer la vie sur Terre. Ça dit que la civilisation humaine risque de disparaître. Et là, oui, je fais la boucle. Une Terre aussi merveilleuse. L'homme est en train de tout détruire. Alors que Dieu nous a en quelque sorte cette immanence, cette transcendance, a donné les moyens d'une vie harmonieuse. Nous faisons tout pour brûler tout ce qui se passe. Et plus grave encore, la démesure. Évidemment, nous avons évidemment des guerres, ces fameuses guerres dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y aura de plus en plus, souvenez-vous, le marché des armes dans le monde. 1700 milliards de dollars. Pour éradiquer la famine, combien? 50 milliards de dollars. Mais la famine est toujours là. Par contre, le marché florissant des armes. Les grands vendeurs sont connus. C'est les États-Unis, c'est la Grande-Bretagne, c'est la France, c'est la Russie, c'est la Chine. Ils donnent des armes aux deux belligérants. Ils vendent les mêmes armes. Et pour eux, c'est tout bénéfice d'avoir de l'argent. Mais si, ils voient ensuite l'évolution de leur technologie pour pouvoir essayer de l'améliorer. Alors, il faut quand même ne pas être naïf. Dernièrement, il y a eu une conférence à Paris sur la Libye. La Libye, c'est quoi? La Libye, c'est un baril de pétrole. Qui va prendre ce baril de pétrole? Au passage, elle a 6 fois les réserves de l'Algérie. Elle a autant de réserves de gaz de schiste que l'Algérie. Mais ils sont 3 millions d'habitants. On est déclaré 6. 3 millions d'habitants. Vous imaginez un peu les rapaces, les vautours. Tout le monde veut la que le président français s'est fait promettre 35% des réserves de pétrole de la Libye. Actuellement, le pétrole coule à flot en Libye. Je vous suggère de lire l'article qui est paru hier et que j'ai écrit sur l'expression où je parlais de cela. De quoi parle-t-on? Quelle est la morale de tout cela? Tout ceci pour vous dire que nous avons hérité d'une terre merveilleuse, mais que les hommes ne sont pas à la hauteur. Il y a des hommes qui se croient supérieurs aux autres. Il y a ce qu'on appelle, ce que les Américains appellent la destinée manifeste. La destinée manifeste. Je ne parle pas évidemment des Israéliens, ou le peuple élu. Alors nous sommes tous égaux. Nous vivons tous sur cette terre. Nous devons vivre en harmonie. Mais non. C'est pour ça que je vous dis, nous aurons de plus en plus de sérieux problèmes. Voilà. Pour continuer toujours dans le même désastre, vous vous souvenez tous du fameux bébé Aylan. Aylan est kurdi, 3 ans, qui est venu en Europe avec son père, en se sauvant de Syrie. Il l'a retrouvé sur une plage turque avec son nounours. 3 ans. La honte de l'Europe. Le supermarché planétaire bloqué pour les damnés de la Terre. Bien. Dernière étape, si vous permettez, en 10 minutes, un quart d'heure, je vais la visiter. Malgré tout cela, donc, nous avons parlé de d'où nous venons, pensée non éthique de la science. Non éthique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière morale qui vous disent non, ce type de recherche, on ne le fait pas. Surtout, souvenez-vous, dans les pays où ils n'ont pas, semble-t-il, ce type de restriction. C'est le cas, par exemple, des pays d'Asie. C'est le cas de la Chine. C'est le cas de la Corée. C'est le cas du Japon. Alors, de plus en plus, la science est en train d'avancer. Elle est en train d'avancer d'une façon exponentielle. C'est l'économie de plus en plus de la connaissance, du savoir. Et à la base de cette économie de la connaissance, il y a ce qu'on appelle les sciences cognitives, les fameux BIC,
la nanotechnologie, les neurones, la biotechnologie, l'informatique. Ces 4 choses, je sais que nous le faisons, mais il faut des moyens autrement plus importants pour pouvoir être en phase avec le développement scientifique du monde. Et dans ce cadre-là, l'intelligence artificielle est très importante. Tel que c'est parti, regardez, le fameux impact que vous avez, il est aussi à les mêmes performances que l'impact actuel. Vous imaginez à quelle cadence ça va? La chose de 10 puissance 15. On va surpasser les capacités du cerveau. Alors si une intelligence artificielle surpasse les capacités du cerveau, nous allons arriver à l'intelligence artificielle. Nous allons arriver au robot. Et le gros problème des robots, c'est qu'on a peur qu'ils nous échappent. De grands scientifiques comme Hawkins, comme Elon Musk, le patron de Tesla, comme sera moins puissant que le robot. Si l'homme est bon, quel est le devenir de la civilisation humaine? C'est autant d'interrogations que je me pose, que je vous pose. Être envahi par nos propres robots que nous avons créés et qui vont nous dépasser. Le tournant a été dépassé par le coût du séquençage, le fameux séquençage. Bon, actuellement, il coûte à peu près $1000. Maintenant, on connaît le séquençage humain. Le grand problème, ça peut être pour le pire, et nous allons voir pourquoi. Alors, comprendre les grands sujets qui interpellent le futur de l'humanité, l'homme réparé, c'est une bonne chose. Nous allons voir un exemple d'homme réparé. Avec la vieillesse, nous perdons un certain nombre de nos facultés que nous essayons de compenser. On appelle ça l'homme réparé. Mais on peut aller même plus loin. On peut augmenter l'homme, lui donner des performances superhumaines. Ce n'est pas encore le robot, c'est entre les deux. C'est le cyborg. On appelle ça le cyborg. Et le grand problème, je m'interroge avec vous, des scientifiques disent qu'il arrivera un moment où l'homme sera moitié cyborg et moitié humain. Et qu'est-ce que l'humanité dans ce sens? Contre 30%, la 30% de vous-même, c'est de la technologie. Alors, le problème de la procréation, le problème de la vieillesse, qu'est-ce que la vieillesse? Nous allons dire un mot. Je parlais tout à l'heure de l'homme réparé. J'ai appris il y a 23 ou 4 jours que du côté de Oumel-Bouari, c'est une ancienne publication de 92, ils ont trouvé, elle est différente. Elle est différente. Ça veut dire quoi? Que l'homme préhistorique allait chez le dentiste, un homme préhistorique avait mal aux dents. On lui a mis de la cire. Comment ils ont mis de la cire? Ils ont fait un trou. Vous imaginez, l'homme préhistorique avec une petite chine est arrivé à placer de la cire et donc à calmer la douleur. Vous voyez donc, il ne faut pas croire que nous sommes des Prométhées, c'est-à-dire nous sommes à la conquête du feu. Il y a des gens avec nous, c'est ça que je parle encore une fois de plus de l'humilité. Il y a 3000 ans, les Égyptiens faisaient une prothèse du doigt, regardez. Le doigt du pied, une prothèse. Donc on répare en quelque sorte un individu. On ne le laisse pas, en quelque sorte, diminuer de ses facultés, on essaie de compenser. Bien. Maintenant, on fait mieux. On peut faire des oreilles. On peut faire des organes. Et on arrive, avec cette fameuse imprimante 3D, à pouvoir faire, dégreffer tout ce que l'on veut. Il faut voir un programme. Vous imaginez un peu, petit à petit,
comment l'homme se fait déposséder de ses fonctions humaines. Et il restera une seule fonction qui fait la différence, c'est le cerveau. Encore que, dans le cadre du transhumanisme, c'est-à-dire cette liberté du renard dans le poulailler. Quand je dis la liberté du renard dans le poulailler, c'est-à-dire que vous laissez la science sans bride, faire ce qu'elle veut. Comme ce qui se passe actuellement en Chine. En Chine, je vais vous faire peur, ils sont en train de faire l'opération pour changer de tête. C'est-à-dire un bonhomme qui ne répond plus, mais sa tête répond toujours, il peut changer. Ils ont fait l'expérience avec des animaux, ça marche. Ils n'ont pas vécu longtemps, mais la voie est tracée. Ça a foiré une fois, deux fois, trois fois, mais au bout du compte, c'est là où peut et doit apparaître les garde-fous humains et qui n'existent pas. Alors, comment le tournant du robot, le robot champion d'échecs, Diplo, qui a battu Kasparov, le plus grand champion d'échecs, c'est Kasparov. Il a été battu par un ordinateur. Ça veut dire que l'intelligence artificielle va de plus en plus prendre le dessus. Et là, c'est bien une inquiétude à avoir. Mieux encore, au Japon, est-ce que vous faites la différence entre les deux? Et pourtant, l'une est un robot. Celle-là est un robot. Elle a pratiquement toutes les fonctions. À telle enseigne qu'au Japon, il y a ce qu'ils appellent les robots accompagnateurs du troisième âge. C'est-à-dire que vous avez une hôtesse comme ça qui vient, vous l'appelez, c'est un programme, elle vous ramène le café, elle vous ramène ce que vous voulez. Et il développe même un type d'affection avec son robot. C'est soit comme ça, soit un chien, soit un chat, mais un robot. Imaginez comme les choses sont en train d'évoluer. Et il faut que nous soyons prêts ici en Algérie. Il faut que scientifiquement, avec votre permission, M. le directeur général, nous puissions aller de l'avant. Il faut qu'on soit agressif scientifiquement. Mais non, il faut se battre. Le savoir. Le savoir. Alors, cette intelligence artificielle, je parlais donc des gens qui disent en 2045, vous aurez des hommes qui auront une grande partie de leur fonction qui sera artificielle. Des gens, quand Chris Barnard, je ne sais pas si vous vous souvenez de Chris Barnard, le fameux chirurgien sud-africain qui a changé le cœur. Ça a été un bouleversement, c'était il y a 50 ans. Pourquoi c'était un bouleversement? Parce qu'on pensait que le cœur, c'était le siège du sentiment. Le siège du sentiment, je n'ai pas le. Et bien maintenant, c'est devenu assez court. Il y a des opérations. Donc, on y va. Il faut accompagner le mouvement scientifiquement, mais d'une façon éthique. Alors, à propos d'éthique, regardez, l'armée du futur. Vous croyez que c'est l'armée d'Anna avec le Bondoria totalement changé? Maintenant, ce sont des robots tueurs. Il y a actuellement une législation en Europe concernant les robots tueurs. Déjà, avec les drones, vous ne voyez plus votre ennemi. Vous recevez un scout. Ah, vous ne voyez pas. Lui, il est dans une salle climatisée au fin fond du Texas, mais il envoie sa bombe à 10 000 km en Afghanistan. Voilà l'ennemi, je ne le vois pas. Il tombe du ciel. Tout ça, c'est l'ordinateur. C'est la science, c'est la robotique. Alors, le futur, les futurs robots, ils n'ont plus besoin de mettre leurs hommes en première ligne. Ils mettent des robots. Et les robots sans état d'âme. On les appelle les robots tueurs.
des robots tueurs. Voilà tout ce qui va avancer. Vous allez peut-être comprendre un peu que c'est un peu décousu, mais je voulais vous montrer une fresque, un peu de ce que c'est que l'humanité, la création de l'univers, où nous sommes et où nous allons. Et une chose qui est bien, par exemple, l'homme réparé, un tétraplégique à qui on a pu réparer les mains, regardez. Il arrive, les bras et les mains après l'injection de cellules souches. Ça aussi, c'est une avancée technologique majeure, mais dans le bon sens. Vous redonnez une deuxième vie à ce monsieur, alors qu'il était cloué sur sa chaîne. Voilà ce que je disais tout à l'heure, ce qui va nous arriver. Un chien à deux têtes. La tête de façon. Sur la même circulation. Évidemment, il n'a vécu 3 semaines. Mais il a vécu. Et ça change tout, ça. Actuellement, il y a un chirurgien italien qui s'appelle Sergio Canavero. Il a fait la répétition N-1 avant la répétition définitive l'année prochaine. Il a trouvé quelqu'un qui accepte de changer de corps, qui garde sa tête et va lui changer de corps. Et il a fait l'expérience, j'allais dire le test, ça marche. Il est arrivé à souder, tenez-vous bien, à souder les neurones. Et enfin, la modification du qu'on veut. C'est neuf, la fameuse méthode qui vous permet d'aller à l'ADN, de couper, rebrancher d'autres morceaux, et vous avez une nouvelle humanité. Une nouvelle humanité. Vous formez d'autres types d'humains. Alors l'exemple, c'est les singes clonés. Ça, c'est des clones. Et ils vivent bien. Et ils fonctionnent bien. Ça, c'est fait en Chine, à Shanghai, il y a 6 mois. C'est une prouesse. Pour la première fois, il montre que c'est possible. Si on peut cloner le singe, il y a à peu près 98% de notre génome qui est le même avec le génome humain. Est-ce qu'on a l'immortalité et l'ingénierie biologique? Conclusion. Dans cette terre, dans la création vient du miracle, souvenez-vous de cela. La civilisation humaine, de toujours plus, va disparaître. Le monde de vie actuel n'est pas soutenable, je disais tout à l'heure, les guerres, etc. Les moyens de la Terre sont évidemment, c'est un invariant. Il nous manque l'humilité. Il nous manque la sobriété heureuse. C'est une expression que j'emprunte à Pierre Rabhi. Pierre Rabhi, il a actuellement 80 ans, agroécologiste. Il a écrit d'excellents petits bouquins sur la sobriété, sur le compter sur soi, sur le vivre ensemble. Méditant sur le fait qu'il a fallu des centaines de millions d'années pour produire les akaramé en moins de 2 siècles. Alors qu'il a fallu des millions d'années. Une nouvelle époque a commencé, qu'on appelle l'Anthropocène. Et je termine. La réponse d'un chêne, on a demandé à un chêne, est-ce que vous croyez en Dieu? Alors qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien ça. Tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science finiront un jour par comprendre qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers. Un esprit immensément supérieur à celui de l'homme. Je termine avec cette phrase pour parler d'humilité, à savoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire preuve d'humilité. Le grand conquérant Alexandre le Grand, comme c'est mon bien, pour que tous puissent voir que les biens matériels ici acquis restent ici-bas. Je veux que mes mains se balancent au vent, pour que les gens puissent voir que les mains vides, nous arrivons dans ce monde, et les mains vides, nous en repartons, qu'on s'épuise pour nous. Le trésor le plus précieux de tous les temps. Donc l'humilité devrait, devant l'immensité de l'univers,
c'est peut-être cela le commencement passager d'une vie apaisée, en phase avec cette force immanente qui est la foi, notre gouvernail et notre rôle. Amen. Nos technologies, un monde meilleur, je ne sais pas si ce sera le cas, tout au moins on peut espérer, on peut travailler dessus. Voilà. Et un monde du partage. Alors, tu t'es revigoré, on peut maintenant ouvrir la séance aux questions et aux critiques et aux additions, subtractions, tout ce que tu as dit. Alors on ouvre le débat, donc une demi-heure peut-être, 3/4 d'heure, pour voir vos réactions à tout ce qui a été dit. Il a été dit beaucoup de choses. On peut le faire de manière différente, ou bien on peut ponctuellement rebondir sur n'importe quel sujet qui a été proposé, ou bien une sorte de transition de phase, peut-être qu'on pourrait appeler ça ainsi, mais dans un cadre quantique, qui permet, lorsque la température devient suffisamment basse, à ce champ de Higgs de donner de la masse aux autres particules. Donc il n'y a plus rien à expliquer, il y a peut-être à ne pas accepter la théorie du Higgs, telle qu'elle a été conçue, mais on n'a rien à expliquer au-delà de dire que le mécanisme aux objets. C'est juste une petite remarque sans aucune prétention. J'ai, disons, 3 questions, si vous permettez, un peu précises. Je me demande par rapport au temps. Stephen Hawking s'est rendu célèbre avec sa théorie qui prédit la naissance du temps, le début du temps au Big Bang, et sa mort, sa disparition au niveau des trous noirs. Et il dit aussi que les trous noirs peuvent s'évaporer. Est-ce que vous pouvez un peu nous instruire plus par rapport à ça? Deuxième chose, je voudrais parler de, si vous permettez rapidement, et certains religieux, ils l'ont interprété comme étant la centralité de la Terre par rapport au cosmos. Enfin, il y a un glissement sémantique entre les deux. Les religions, toutes les religions en substance, disaient toujours plutôt, prêchaient plutôt la centralité de l'homme par rapport à l'univers. Ça veut dire que l'univers est fait pour l'homme. Et certains religieux, beaucoup plus les catholiques, ils ont fait un glissement sémantique, ils ont interprété ça comme étant la centralité de nos jours, elle revient à la même thèse. Stephen Hawking, dans son dernier livre The Grand Design, dans son dernier chapitre Apparent Miracle, il disait que finalement l'astrophysique, elle démontre maintenant, à présent, à titre d'exemple, la distance Terre-Soleil, si elle bouge de 1%, il n'y aura plus de vie. Si le Soleil bouge en taille, il n'y aura plus de vie. Si la température absolue sur Terre bouge de 1%, il n'y aura plus de vie. L'échauffement climatique. Bon, c'est pas vraiment une question. Permettez-moi de contester ce que vous avez présenté comme étant la science a commencé depuis 5 siècles. La science a commencé depuis 5 siècles. Oui, j'ai été aux pyramides et je me demande si les pyramides ont été faites sans science. Je vous donne juste un exemple. Le défaut de linéarité des pyramides, il est de 0,4 cm sur 250 mètres. C'est de l'ordre de 10 puissance moins 5. C'est une précision qui reste imbattable de nos jours. Je me demande aussi si Babylone a été faite sans science. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, il y a une question à laquelle je ne peux pas répondre, c'est celle des trous noirs, des multivers. D'abord, je ne suis pas spécialiste. Par contre, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites, dans la vie de Stephen Hawking, il y a 2 moments. Il y a le moment de 88, quand il a écrit, pratiquement, il n'y a pas d'horloge sans horloger, c'est-à-dire il parlait d'immanence, il dit non, tout est aléatoire. Tout est aléatoire. Donc là, je pense qu'il faut être prudent. À un certain moment, je n'ai pas voulu vous parler, par exemple, il y a des versets du Coran qui parlent de l'expansion de l'univers, pas tout à fait d'une façon nette, mais il parle à un certain moment, la sourate 21, où il dit la terre est la science.
On ne peut pas prendre parti. En tout cas, moi, je ne prends pas parti. En ce qui est la centralité de la Terre, je ne sais pas comment vous répondre. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a un grand astrophysicien qui s'appelle Drake, qui est connu. Voilà. Et il a fait une fameuse équation. La fameuse équation où il dit qu'il est impossible qu'il n'y ait que la vie sur Terre. Pour lui, il y a des probabilités d'extraterrestres, d'existence ailleurs. Évidemment, on passe notre temps, la science passe son temps à essayer, en quelque sorte, de capter éventuellement des signaux. Mais pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, mis à part les ovnis, etc., il n'y a pas encore, me semble-t-il, de causalité. Dire, bon, effectivement, ça existe. Ce que vous dites, la dernière question que vous dites, moi j'ai parlé de la science à partir du XVe siècle. C'est peut-être une erreur, mais ce n'est pas une faute. C'est vrai, dans l'histoire humaine, proprement dite, il y a eu, je parlais tout à l'heure, même il y a 7000 ans, on faisait de la réparation de l'homme. C'est vrai qu'il y a eu des avancées scientifiques. La seule peut-être erreur, c'est de n'avoir pas intégré la science musulmane quand elle était au fait de sa puissance. Mais pas seulement. Quand je vois des documentaires à la télévision, la façon dont ils arrivent au millimètre près, alors qu'ils n'avaient pas la technologie qu'il faut. Je veux dire par là que, quelle que soit l'époque, il y a eu des intelligences fulgurantes qui ont bâti des civilisations. Et il est faux de dire, là évidemment, c'est une vision occidentalo-centrique, scientifique de l'humanité. Merci. Juste une remarque, oui, je vais vous laisser réagir aussi. Donc bien sûr, ce qu'il dit concordisme, c'est ce qu'on appelle i'jaz ilmi, pour que ce soit clair dans la terminologie, et qui est un phénomène qui a pris une expansion incroyable ces dernières années. Et voilà, donc c'était pour clarifier ces choses-là, n'est-ce pas? C'est bien ça, i'jaz ilmi. Pour ce qui est des questions de Drake, Frank Drake, juste une remarque. En fait, ce n'est pas exactement une équation dans le sens où la valeur qu'il attribue à la probabilité qu'il y ait une autre civilisation est sur un spectre tellement énorme que finalement il ne prédit rien. C'est une équation qui ne prédit finalement rien. De quelques pourcents à une impossibilité, donc il y a une autre civilisation. Donc on a par abus de langage, on appelle ça l'équation de Drake, de la possibilité d'une existence d'une vie en dehors de la Terre, mais en fait, c'est une manière de paramétriser et de contrôler peut-être différents facteurs qui interviendraient dans la possibilité d'existence d'autres vies. C'est juste pour clarifier ce point-là. On enchaîne sur الأسئلة بالعربية إذا أردتم. نستلف من العربية ممكن نترجموها على الأقل السؤال ماشي الجواب لكن السؤال إذا كان ضروري هذا الشيء. مساء الخير والسلام عليكم. Professeur, tout d'abord, on tient à vous remercier pour l'exposé magistral que vous venez de faire. Vous avez fait une concentration pratiquement de toute l'histoire de l'humanité depuis la création de la vie, depuis la création donc, de tous ces espaces interstellaires jusqu'à ce qui nous entoure aujourd'hui. Alors, dans tout ça, moi j'ai relevé deux faits très importants. C'est les progrès, ce sont les progrès gigantesques sur le plan scientifique qui ont été faits par l'humanité, qui ont donné des résultats fantastiques, et d'autre part, qui ont aussi fait des dégâts lamentables. Ce qui veut dire, je le résume, ce qui veut dire que cette science, toutes ces sciences, est-elle ou sont-elles finalement un bienfait ou un méfait pour l'humanité? Voilà la grande question qui se pose. Et je me la pose jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Je vais vous répondre, je ne sais pas. Nous avons un grand comédien que nous connaissons qui s'appelle Athman Ariouet. Quand on lui pose une question pareille, il disait « beau question ». Vous dites là, c'est une grande question. C'est une grande question qui fait finalement
qu'est-ce que la science? À partir du moment où vous définissez la science, vous dites que la science, c'est l'avancement de la connaissance pour le bienfait de l'humanité. C'est un bien. Maintenant, vous dites, qu'est-ce que la science? La science, c'est l'avancement de la connaissance. Point. L'avancement de la connaissance. Là, vous avez toutes les dérives possibles et imaginables. Le grand problème, c'est de savoir qui peut se permettre de dire la première phrase ou la deuxième. Nous sommes quelque part à la marge. Nous, quand je dis nous, je parle des pays du tiers-monde, et notamment d'Algérie. Nous ne sommes pas producteurs de science, nous sommes consommateurs. Et le grand malheur, c'est que nous singeons de l'Occident que ses dérives, pas ses prouesses scientifiques. Nous imitons l'Occident dans tous les travers qu'il fait. Et nous croyons que c'est ça le développement. C'est ça la science. C'est ça la modernité. Parce que le paramètre qui va avec la science, c'est la modernité. C'est la modernité. La modernité débridée, comme ça se passe actuellement en Occident. Et il n'y a pas un juste milieu. Mais le juste milieu ne peut être qu'endogène. Ça veut dire qu'il faut créer un vivier où vous arrivez à former des jeunes avec des grilles de lecture, capables de prendre de l'Occident tout ce qui est bénéfique, à la fois pour la science, pour la morale, pour l'éthique, pour le pays. Non. Nous avons des jeunes qui sont livrés à eux-mêmes. Et donc la science en elle-même n'a aucun sens. Allez interroger maintenant un jeune. Est-ce qu'il va vous parler de science? Ce qui l'intéresse, c'est l'immédiat. Tout de suite, l'immédiat. Je veux tout et tout de suite comme en Europe. Mais pour arriver à cela, il faut d'abord paver comme l'Européen. L'Européen, il a 2 siècles derrière lui de technologie, de savoir-faire, de sueur, de nuit blanche. Mais du jour au lendemain, tu dis, ah, je veux ça, je veux un 4x4. Je veux un portable vissé à l'oreille. Je mets des Nike. C'est ça le développement? Ce n'est pas ça le développement. Le développement, c'est un cheminement, c'est un savoir. Et c'est surtout une quête continue de la science. Allez voir le programme à la télévision. Vous voyez quelque part une émission pareille? Moi, je me félicite, si je peux me permettre, monsieur le directeur général, vos actions. Moi, j'aurais souhaité qu'il y ait plus de jeunes, pour qu'ils voient quand même qu'il y a un autre chemin que le chemin actuel, qu'on peut s'en sortir, que nous avons les neurones pour pouvoir le faire. Mais il nous faut un cap. Et c'est ça qui manque, le cap. Un rail. Pas celui de Jeff Khaled, l'autre, le vrai rail. Voilà. Assalamu alaikum. Merci, professeur. Oui, vous avez présenté un tableau qui fait peur. Il fait vraiment peur. On est 7 milliards, mais il y a déjà 80 milliards d'humains qui sont passés avant nous. Donc je dis, pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? Puisque le Créateur, il est là. Et il dit dans un des versets du Coran, ربنا الذين ربنا أعطى لكل شيء خلقه ثم هداه. Mais il nous a créé pourquoi? Et quelle est notre mission sur Terre? On doit se poser la question, quelle est la mission sur Terre? Et on peut être ignorant, on peut être même mécréant. Abraham a posé la question, bon Dieu. Oui, il a douté. Nous aussi, on peut douter. Mais il dit,
pour ça qu'aujourd'hui on parle des religions. En fait, il n'y a qu'une seule religion depuis l'humanité de Dieu. C'est croire en Dieu, c'est tout. Et si vous croyez en Dieu, il dit, et la sourate qu'on récite toujours, il n'y a qu'un aboudou, il n'y a qu'un style. Il dit pourquoi ça? Parce qu'il demande, je vous ai créé pour m'adorer. Pensez-vous que Dieu va nous abandonner? Mais au fait, qui abandonne? Mais c'est l'humain. C'est l'humain qui est ingrat. On ne peut pas vivre sans religion. Et le mot religion, c'est quoi? C'est relier. Relier quoi? L'homme au Créateur. Et si on est constamment, et souvent, quand je discute dans la société avec beaucoup de gens, ils me trouvent, je suis l'ancien élève du professeur de l'école polytechnique. On me dit, oui, mais tu mélanges la religion dans le travail. Pratiquement, on me taxe d'intégriste. Je dis, mais écoutez, mais je ne suis pas intégriste, mais j'essaie de comprendre quelle est ma mission sur Terre, pourquoi je suis créé, que je dois faire. Et si quelqu'un croit en Dieu, il a un cahier des charges. Et dans ce cahier des charges, vous savez, ce qu'on appelle le Torah, ou l'évangile, tout au moins le bon évangile, la bonne Torah et le Coran. Il y a tout. Est-ce que, professeur, avec tout ce qui se passe, la fin du temps est pour quelques centaines, milliards d'années? Quand on sait que les scientifiques ils ont dit, oui, en fait, aujourd'hui, ce sont les scientifiques qui nous font peur. Ce n'est pas la Terre. Ce sont toujours. Il y a à peu près, il reste encore 500 millions d'années de carburant pour que le Soleil continue à fonctionner. Et d'ici 500 milliards d'années, je pense qu'il y aura la nourriture pour tout le monde. Et je vous remercie. En fait, c'est un commentaire, c'est Abdelrahman. C'est un commentaire que j'accepte naturellement, parce que nous en avons parlé, et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, sauf que ce que tu traces, c'est l'asymptote. C'est ce vers quoi il faut tendre. Mais ce n'est pas la réalité, proprement dite. C'est-à-dire que les hommes, ils sont ce qu'ils sont. Mais il faut quand même leur mettre une asymptote. Et je veux que tu me rappelles la citation dans l'université de Harvard. Oui. Qu'est-ce qu'elle dit, cette citation? Bien. Oui. Moi, j'ai voyagé avec le docteur Chikou, que beaucoup de gens connaissent. On a fait un voyage il y a 2 ans. Et j'avais pris le micro dans le bus avec le camarade et j'ai dit, vous êtes dans un pays béni. Pourquoi? Je dis, vous êtes dans un pays béni. Regardez ce qu'il y a comme verset du Coran, en anglais évidemment, un verset du Coran qui dit, qui est à l'Institut de droit de l'Université d'Harvard, et vous savez que le Coran, il y a 237 versets de droit. Vous voyez, droit pénal, civil, contentieux, financier, etc. Et ce verset dit, etc. Et là, soyez, vous voyez qu'est-ce qu'il dit? Ce verset en français, si vous voulez, soyez dans la voie du Seigneur, fût-ce contre vous-même, fût-ce contre vos parents, fût-ce contre vos amis, et ne donnez pas raison à quelqu'un parce qu'il est riche ou pauvre. Je crois qu'aujourd'hui, l'humanité, ce qu'elle a besoin, c'est il faut qu'elle soit constamment reliée au Créateur. Et si on y reste constamment au Créateur, je pense qu'aujourd'hui, la vie doit continuer. Quand on sait qu'aujourd'hui, il y a un siècle, l'Allemand produisait, le Fellah produisait pour 5-6 familles, pour 5 personnes. Aujourd'hui, l'Allemand est considéré comme numéro 1 en Europe, il produit pour 135 personnes, ce qui n'est pas le cas d'Algérie. Aujourd'hui, pour produire pour 130 personnes, il faut 23 personnes.
Le problème, il est en nous. Merci. Bon, c'est extraordinaire cette faculté de. La faculté, donc, j'allais dire américaine, qui a lu le Coran et qui a donné comme, en quelque sorte comme guide de la faculté de droit ce verset du Coran. Ça devrait avoir plus d'humilité. J'invite les jeunes à regarder sur Internet, faculté de droit, voilà. Et vous allez voir donc, à savoir, notre religion, proprement dit, est en fait un repère. Mais nous, on n'en fait pas le meilleur usage. Et ce n'est pas le fait de la monnaie, il faut que dans nos actes, proprement dit, on puisse être à la hauteur. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement. Bonsoir à tous. Je vous remercie pour votre exposé. Vous avez répondu à une problématique par rapport à l'éthique de la science. La semaine passée, j'avais posé une question et c'est maintenant que j'ai eu la réponse à ma question. Je vous remercie pour cela. Maintenant, juste par rapport à vous avez parlé de l'intelligence artificielle et sa place, enfin, et sa limite par rapport à l'éthique. Durant le XXe siècle, le Taylorisme, quand il a été, lorsque Taylor a, disons, posé ce principe par rapport à l'industrie, on a commencé à déshumaniser cette industrie-là, donc à minimiser l'action de l'homme et son impact direct par rapport à l'industrie. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que la science et son développement représentent, et quelle est la place de la science par rapport à l'industrie elle-même, le fait par rapport à l'industrie, le développement industriel. Je pense que c'est très important qu'il y ait toujours une évolution et l'intelligence artificielle, c'est aussi un excellent pas que l'humanité est en train de faire. Merci. Oui, en fait, le problème c'est de savoir quel est le délai qui vous permet à partir d'une découverte scientifique de la transposer d'une façon industrielle. C'est de savoir est-ce que d'abord toute découverte scientifique a une projection industrielle, mais dans le cas où elle a une projection industrielle, il fut une époque où le temps était assez long. Il fallait à peu près 10 ans entre une découverte scientifique et son application industrielle. Depuis quelque temps, on arrive à contracter le temps. On arrive à contracter le temps, ce n'est pas systématique naturellement. Je vois par exemple dans l'industrie pétrochimique, que je connais bien, il faut du temps de maturation, 3, 4 ans, etc. Mais dans certaines disciplines, ce qu'on appelle par exemple les start-up, de l'intelligence, de la Silicon Valley, quelqu'un il a fait un projet de fin d'études d'ingénieur, et une année après, il a développé une application, et il gagne des milliards. Ça a commencé d'ailleurs avec Bill Gates. Bill Gates, quand il était étudiant en 1972, il a fait un PFE. Et il a fait une petite application, la même chose en ce qui concerne aussi le découvreur de Apple. Et donc, dans ces conditions, le temps est contracté. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais pour ce qui est, évidemment, tout dépend du fait scientifique en eux-mêmes. Mais globalement, nous sommes dans un monde mondialisé, un monde néolibéral, là où il y a de l'argent. Vous voyez, par exemple, quand il y a une petite start-up, vous avez ce qu'on appelle des chasseurs d'idées. Ils voient que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Soit qu'ils achètent la start-up carrément, soit qu'ils financent. Ils continuent à financer. Et ça marche énormément. Actuellement, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de start-up qu'il y a dans la révolution électrique. On fait tout. J'ai lu une publication hier où on vous dit que la voiture électrique peut être alimentée par le courant de votre maison à votre insu. Il y a des applications qui font que l'électricité parte avec le câble proprement dit, mais pas au moment où vous voulez, au moment où le prix est le plus bas. Donc il y a, si vous voulez, toute une étude technico-économique pour voir le coût le plus bas, et ils arrivent de cette façon-là à voir des coûts. Et donc dans ces conditions, on ne peut pas dire le temps est constant. Tout dépend, en quelque sorte, du type d'application
mais globalement, le temps est plus contracté qu'avant. Effectivement, il y a une relation très forte entre la science et ses applications. Nous, malheureusement, on n'est ni sur le premier, moi je dis ni sur le second, j'imagine, ou très difficilement, et c'est là qu'il faut travailler sur les deux. Mais bon, je voudrais aussi qu'on diversifie un petit peu, bon, géographiquement, et effectivement, comment? D'accord, on va à ce monsieur d'abord, et on revient à quel professeur ici? Bon, très bien. Et diversifier aussi donc, dans les jeunes aussi, voilà, il insiste, surtout insiste qu'on va avoir des voix, différentes voix, tout un registre de voix, des jeunes aussi, et aussi sur ce qui a été mentionné, parce que beaucoup de sujets n'ont pas encore été abordés, et ne pas répéter certaines choses, c'est possible, et ne pas faire, et d'être assez court dans vos remarques ou dans vos questions. Oui, donc, pour compléter à propos des dérives. Donc, il y a actuellement des starters, en fait des biologistes qui pensent que le vieillissement ne serait pas inéluctable, que ce serait juste une maladie. Et il y a des milliardaires, des gens très riches qui investissent dans ces starters, donc ils pensent que peut-être on peut devenir immortel, en quelque sorte. Et puis par rapport à l'intelligence artificielle, pose ta question à nouveau, une question, on va dire, compacte. Compactifie ta question. Un commentaire ou une question? Non, c'est un commentaire. C'est pour compléter à propos des dérives. Donc je dis qu'il y a actuellement des sociétés qui essaient de faire. En fait, il y a des biologistes qui pensent que le vieillissement serait une pathologie, que ce ne serait pas inéluctable. Et donc il y a des milliardaires qui investissent dans ces startups pour. Très bien. En pensant pouvoir. Mais vous réalisez le cauchemar de personnes qui vivraient des centaines d'années, même si c'était possible, qui vivraient à 200 ans, 300 ans, avec tous ces tares possibles et le vieillissement du cerveau. À moins que si tu parles que le vieillissement du cerveau, ce sont des pantins ambulants. Donc c'est presque nécessaire d'arriver à 200, 300 ans si tu es complètement incapable de marcher et de penser. Ça, c'est une autre question. Mais bon, j'ajoute cette remarque, il ne suffit pas seulement de prolonger la vie, il faut que la vie ait une valeur et que la personne soit une nouvelle jeunesse en quelque sorte, sinon ça ne sert à rien de vivre 200 ans, 300 ans pour être un pantin ambulant. Voilà, donc c'est juste une remarque. Et puis j'ai une deuxième remarque avec l'intelligence artificielle. En fait, actuellement, on pense qu'il y aura beaucoup d'emplois humains qui seront remplacés par l'intelligence artificielle. Et donc ça, c'est à la fois quelque chose qui peut être négatif, parce qu'il y aura peut-être beaucoup d'humains qui seront au chômage, mais on pense que l'intelligence artificielle pourrait faire mieux que l'homme. Par exemple, récemment, il y a eu des études où ils ont trouvé que l'intelligence artificielle pouvait mieux détecter des cancers de la peau que des médecins dans le futur. Non, le problème, c'est que je n'ai pas complété tout à l'heure. Il y a un livre que je vous conseille de lire. C'est Orwell. Orwell qui dit la chose suivante, la civilisation qui va arriver. Donc après Aldous Huxley, le meilleur des mondes, il disait que nous allons vers un monde où vous allez avoir ce qu'on appelle des esclaves. Voilà. Non, Orson Welles, c'est l'acteur. Je parle du monde de Orwell, proprement dit. Et donc, il a écrit un bouquin qui s'appelle 1981, où il parle de cela, où il dit nous allons avoir une armée d'esclaves. C'est-à-dire qu'il y aura une opération biologique dès le départ pour former, en quelque sorte, des gens qui seraient, par exemple, uniquement pour les travaux manuels. On va développer cette fonction. Et ainsi de suite, on va avoir en tant que serré, en quelque sorte, en fonction des besoins. Mais l'intelligence artificielle positive, proprement dit, c'est vrai qu'elle va supprimer des postes de travail. Mais on dit que dans le même temps, il y aura du temps de libre pour l'homme, pour les activités culturelles et autres. Mais là, c'est encore l'utopie. Le monde vers lequel nous allons, de plus en plus, vous aurez le monde, j'allais dire une oligarchie qui gouverne le monde d'une façon ou d'une autre,
et vous aurez tous les laissés pour compte. Donc le problème, c'est de savoir, est-ce qu'il faut faire le saut qualitatif pour être dans le bateau des gens qui auront la possibilité de vivre dignement, ou végéter tel que nous continuons à le faire, pour être en quelque sorte une zone grise. Et ça commence à venir. Donc faire en sorte qu'on puisse pouvoir scientifiquement, technologiquement, il ne faut pas se laisser faire. Parce que l'intelligence artificielle, elle est là. Et on ne peut pas la bloquer. Vous voyez par exemple le gourou de Google, il s'appelle Kurzweil, il vous promet l'immortalité en 2045. Il dit, je vais télécharger le cerveau. C'est un disque dur. Et je le mettrai dans n'importe quel corps. On n'en est pas là, c'est de la science-fiction. Mais imaginez des gens qui pensent à ce type de choses. Où est l'humanité dans tout ça? En absence d'éthique. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un moratoire. Malheureusement, les pays occidentaux demandent un moratoire parce qu'ils sont en retard par rapport aux pays asiatiques. Pas parce qu'ils ont des modules, j'allais dire des besoins éthiques. Parce que les Chinois, les Vietnamiens, les Coréens, comme ils n'ont pas, semble-t-il, de par leur civilisation de religion, ils n'ont pas les garde-fous qui leur permettent de ne pas dépasser des fils rouges. Et donc, dans ces conditions, les Européens, ils ont du retard. Parce qu'ils ont mis en place ce qu'ils appellent des moratoires. Or, les autres, il n'y a pas de moratoire. Voilà. Je commence par vous remercier, monsieur le professeur. Donc, je suis content d'être là et je remercie par la même occasion le professeur Ouarag d'avoir pensé à cette radio en fait qu'on souhaitait depuis longtemps parce que finalement on a besoin de se retrouver et d'échanger comme on le fait ce soir. En fait, en vous écoutant, j'étais un peu interpellé par le fait que depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui et à demain, en fait, on a le sentiment que les arabo-musulmans, hein, que nous, vous avez parlé de nous en fait, nous sommes un peu en marge, le mot vous l'avez employé, et que nous n'apparaissons ni pour expliquer, ni pour construire, ni pour préparer l'avenir. Et ça, c'est quelque chose qui devrait nous interpeller. J'ai vu aucun nom hein, d'arabe ou musulman. Donc, et ça me fait penser à... J'ai assisté une fois à une conférence du professeur Abdussalam, que vous connaissez très bien, donc, qui était passé par Alger il y a quelques années, il y a une trentaine d'années, et qui racontait en aparté un moment où il était avec un collègue à lui, un homologue, qui était aussi prix Nobel de physique, qui lui posait la question, c'était quelqu'un d'occidental bien sûr, lui dit, pensez-vous que ces peuples qui n'apportent rien au développement du monde méritent qu'ils soient aidés, méritent d'exister en fait, quelque part. Et en fait, nous faisons un peu partie de ces gens-là, en apparence, mais en réalité aussi, nous n'existons pas en tant qu'acteurs. Donc, pour ce monde, pour construire enfin, nous n'avons pas existé pour expliquer ce qui s'est passé, et nous n'existons pas pour comprendre ce qui se fait, et ni pour préparer l'avenir. Ça, c'est quelque chose qui devrait nous interpeller. Et vous avez parlé de l'abbé le maître qui dit qu'il met sa soutane donc au vestiaire. Je crois que Pasteur le disait aussi. Il disait, quand je rentre au laboratoire, je laisse ma foi au vestiaire. Lui, c'est la foi qu'il laisse au vestiaire, et quand il est au labo, c'est autre chose. Et je me demande, en fait, je reviens un peu à nous, si, au fond de nous-mêmes, il n'y a pas on a parlé peut-être de confusion, parce qu'en fait, le titre de votre conférence, vous parlez de foi et de science. Hein, et c'est cette capacité de faire le distinguo entre la foi et la science. Je me demande si ça ne constitue pas un blocage pour nous autres, en fait, hein, qui fait qu'on a tendance à penser que tout existe dans le Coran et que finalement on n'a pas besoin d'aller plus loin. Et nous créons peut-être des blocages. Vous avez également parlé de blocages intellectuels. Quand vous parlez de l'éthique, c'est bien. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit bloquant pour avancer. Quand vous avez parlé d'Occident, vous avez beaucoup parlé d'Occident, mais en réalité, vous avez cité la Chine, qui fait des progrès extraordinaires. Parce que, en fait, la Chine fait de plus en plus partie des acteurs
qui compte. Donc, notre souhait, c'est que nous comprenions un peu, que peut-être à l'issue de ce soir, nous sachions un peu qu'est-ce qui nous arrive, pourquoi nous en sommes là, et qu'est-ce qui resterait à faire, qu'est-ce qu'il faudrait faire peut-être pour que les choses changent. Voilà, merci beaucoup. Si je me permets, c'est un sujet très important qui a été juste effleuré, cette histoire de foi et science, comment séparer, rassembler, etc. Juste, je voudrais que tu, donc non seulement tu commentes ce qu'elle a dit, mais aussi sur ce que je vais dire, je suis juste un petit peu le discussant ici. En fait, il y a foi et foi. La personne qui rentre dans son laboratoire, j'imagine, doit venir, pourquoi pas, avec sa foi, son intégrité, ses valeurs, etc. Ce qu'il doit laisser au vestiaire, c'est ses dogmes et ses préconceptions par rapport à certains résultats scientifiques qu'il voudrait interpréter d'une certaine manière, sur une certaine compréhension par exemple, de versets du Coran ou de la Bible. C'est bien ça. Mais je ne voudrais pas que la personne laisse sa foi, ses valeurs, son honnêteté, ce qu'il fait lui-même, et son génie propre au vestiaire. Ça serait aller pas dans le sens qu'on voudrait, et c'est bien sûr, d'accord. Donc, que ce soit bien clair, le problème de l'ijaz al-ilmi, comment ça ne permet pas justement de poser de bonnes questions dans certains endroits, tels que par exemple tout ce qui touche la biologie par exemple, est un grave problème, effectivement. Là, on fait irruption, il y a une irruption de dogmes et de compréhension particulière de la foi dans le domaine scientifique, et là est le problème. Alors, je voudrais peut-être que peut-être en même temps, tu rebondis à cette question-là. Pourquoi le monde musulman ne réussit pas à être apaisé par rapport à la théorie de l'évolution? L'évolution, on la voit à tous les niveaux. Le niveau cosmique, lorsque l'univers du Big Bang est parti d'un tohu-bohu, d'un monde chaotique, il s'est petit à petit, donc, avec le refroidissement, il est passé par différentes phases. Il y a eu une évolution donc, cosmique, chimique. Les éléments sont formés à partir de l'hydrogène et de l'hélium en différents autres éléments dans les étoiles, etc. Évolution géologique sur la Terre, nous savons très bien. Évolution biologique, enfin. Donc pourquoi on n'a réussi pas à être en terme avec cette grande théorie de l'évolution, qu'elle soit dire darwinienne ou non? Nous avons écouté ce que vous avez dit, Johnston, la dernière fois. Il y a d'autres paradigmes qui arrivent, quoique le darwinisme est une manière d'expliquer l'évolution dans certains contextes, tout au moins, où il y aurait d'autres potentialités. Donc nous avons ce problème lorsqu'il y a l'éruption de la foi mal comprise, ou de certaines visions étroites de ce que devrait être la science par rapport à une certaine compréhension du texte, dans le domaine qui n'est pas le sien. Voilà, c'est ça que je voulais un peu compléter, aller plus loin, et que tu t'impliques toi-même en parlant d'évolution, que ce soit biologique ou non. Pourquoi ce grand blocage du monde musulman par rapport à cette théorie de l'évolution, qui est pourtant à la base de la biologie moderne et de la génétique moderne? Voilà, je t'ai impliqué plus que notre ami voulait le faire. J'ai bien peur de vous demander de m'inviter pour une autre conférence là-dessus, parce que c'est quand même très important. En fait, c'est le problème de fond. Je ne sais pas si je vais vous donner des réponses qui vont vous convaincre, mais de mon point de vue, il ne faut pas qu'il y ait d'interdit. De mon point de vue, il ne faut pas qu'il y ait d'interdit. Je crois savoir, si je ne me trompe pas, que c'est-à-dire qu'on a arrêté de réfléchir. En fait, on fait une sorte de scolastique, on fait que répéter, et de tout ce qui est curiosité scientifique, nous avons perdu cette faculté de nous étonner. Ce qu'on fait actuellement, ce que font les sciences, j'ai dit tout à l'heure que nous étions des consommateurs de sciences, nous ne sommes pas des producteurs. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de neurones. Et de mon point de vue, le problème de la religion, proprement dite, ne doit pas, je vais peut-être dire quelque chose qui va affoler certains, ne doit pas être limité uniquement à l'islam. Moi, je parle des religions au sens large. Je parle de la destinée humaine et je parle des religions. Comment doivent-elles aider l'homme, le citoyen, l'homme, à pouvoir avoir une vie transcendante? Le grand problème, il me semble que depuis quelques années, de quelques dizaines d'années, les miracles, entre guillemets, peuvent sortir des laboratoires. Ce que nous appelions avant des miracles, maintenant sont expliqués par la science.
Et d'une certaine façon, les religions, au sens large, reculent, pendant que la science est en train d'avancer. Pourquoi? Je ne pense pas que la réponse vis-à-vis d'une science conquérante doit être donnée que par une religion. Je n'ai pas la prétention de dire que ma religion peut tout expliquer. Je me dois de convaincre, en quelque sorte, vis-à-vis du mouvement du monde, de la science qui avance d'une façon tout à fait, j'allais dire, non éthique. Nous devons développer. Les religions doivent dire qu'est-ce qu'elles apportent en quelque sorte à la destinée humaine, mais qui n'est pas en confrontation avec la science proprement dit. Pour revenir à Darwin, Darwin est interdit un peu partout dans les pays arabes, dans les pays musulmans. Il est interdit, on n'en parle pas. Et si on en parle d'une façon tout à fait fugitive. Mais si on veut avancer, il faut expliquer. Mais là, il faut expliquer que la théorie de Darwin s'explique dans le Coran, dans un mouvement global, à savoir de l'évolution. Et dans le Coran, on parle beaucoup d'évolution. Et ce n'est pas le fait de dire, vous savez, il y a un évêque anglais qui avait dit que la naissance, en quelque sorte, était il y a 5700, en quelque sorte, un lundi à 14h ou quelque chose comme ça. Bon, donc on répète, mais il me semble, je ne sais pas si je peux répondre à votre question, en tout cas, ça mérite une réflexion. Mon point de vue, c'est que rien ne doit être interdit. Il faut avancer. Il faut avancer, mais l'aspect scientifique, proprement dit, ne doit pas être une contrainte pour la foi. La foi, c'est une chose. Kierkegaard disait, la foi n'a pas besoin de preuves. Elle doit regarder la science, la preuve comme son ennemi. On a la foi ou on ne l'a pas. Mais ceci étant dit, ça n'exclut pas qu'on aille vers la science. Il reste très peu de temps, peut-être 5-10 minutes maximum. En 5 minutes, voilà. Donc une dernière question peut-être. S'il n'y a pas d'autres questions, qu'on pourra passer rapidement une ou deux questions. Il y a déjà une question à gauche et on va permettre la dernière question aussi juste après. Et comme ça on clôturera assez rapidement, en 5 minutes, suivant le professeur Chemseddine. Merci. Je vais essayer de poser ma question. Question ou un discours? Les deux à la fois. Vous avez, M. Chito, vous avez parlé de deux choses très importantes. La raison et la transcendance. La raison, c'est la science, et la transcendance, c'est la foi. Hein? Donc on doit être muni de ces deux grandes valeurs, qui est la transcendance et la foi. Mais moi, je vous pose la question en tant que thermodynamicien. Vous êtes thermodynamicien, et la vie est réglée par un mécanisme d'ordre et de désordre. Nous savons que dans un système isolé, l'entropie ne fait qu'augmenter. Donc si l'entropie ne fait qu'augmenter, ça veut dire que nous allons vers un désordre total. Et donc si nous allons vers un désordre total, c'est tout à fait normal. Pour créer un ordre, il faut un désordre total. L'ordre ne peut pas se créer de façon isolée, il ne peut se créer que si on arrive à un désordre maximum. Alors là, je reviens à ma question. Donc cet univers est régi par des lois. Ces lois se conservent. Donc il y a la conservation des lois. Et la conservation des lois est régie par un principe qui est la symétrie. Donc tous ces grands bouleversements de la création de l'univers n'ont pu avoir lieu que s'il y a eu des brisures de symétrie. Donc s'il n'y a pas de brisure de symétrie, tout cet univers ne serait pas créé. Je donne un exemple, d'accord? La brisure de la symétrie boson-fermion, hein, pour donner la naissance à la lumière. La brisure de la chiralité qui a donné naissance au code génétique. D'accord? Donc, si cette brisure de symétrie n'existe pas, si ce passage d'ordre vers le désordre n'existe pas, l'évolution de cette humanité n'existerait pas. Et donc, si cette évolution de cette humanité n'existerait pas, ça veut dire que tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui n'est pas réel.
Et c'est pour cette raison que je pose la question, sommes-nous dans un monde réel ou sommes-nous dans un monde d'illusion? Est-ce que tout ce qui est autour de nous n'est pas une illusion ou est-ce que c'est la réalité? Parce que fatalement, cette humanité disparaîtra, que nous voulons ou non. Parce que, en fait, quand le désordre est maximum, ça veut dire que l'information disparaît. Et l'être humain, pour garder cette information, qu'est-ce qu'il fait? Si je prends par exemple une ADN, l'ADN, avant que cette information qui est portée par l'ADN ne disparaisse, parce que pourquoi? Parce que son entropie augmente, elle se duplique. Et donc c'est cette duplication d'ADN de l'être humain qui permet de garder la vie. Parce que le fait que nous évoluons dans notre vie, donc l'entropie ne fait qu'augmenter, l'ADN, donc elle perd de l'information quand son entropie augmente, et pour que cette information ne se perde pas, et donc il y a la vie dans un être humain, elle se duplique. Et donc la mort, en fait, c'est quoi? C'est quand l'ADN n'arrive plus à dupliquer de l'information, et c'est la mort. Et donc c'est pour ça que j'ai dit, fatalement, donc ce monde ira vers sa disparition, que nous voulons ou pas. Donc c'est la destinée de l'humanité. Donc que nous croyons à la transcendance ou que nous croyons à la raison, fatalement, donc nous irons vers la disparition de cette humanité. Nous ne pouvons rien faire, c'est la destinée. Et donc que ce soit du côté de la raison de la science, ou que ce soit du côté de la transcendance, parce que toutes les religions prédisent la fin du monde. Voilà, c'est vous. Est-ce qu'on peut vous permettre qu'on finisse la dernière question? Comme ça, tu pourras répondre deux, et on pourra clore juste après, parce que je sais que tu es pris par le temps. Tfadal, rapidement, avec une question très courte, juste une question rapide, et on écoutera le professeur Chitour et on clôturera tous ensemble, Inch'Allah. Bonjour, Sarah Torkop. Si vous pouvez revenir vite fait par rapport à ce que vous avez dit en ce qui concerne l'avant Big Bang. Ce qu'il y avait avant Big Bang. L'avant Big Bang. Voilà, Big Bang. Voilà. C'est-à-dire, par rapport à une théorie qui a été effectuée par deux chercheurs, un physicien et un mathématicien, plus connus dans le domaine, qui a été controversé un peu par la communauté scientifique, les frères Bogdanov, qui partent sur le principe qu'avant le Big Bang, sur 8 ans d'études, qui parlent sur la théorie qu'il y avait une condensation, c'était tout simplement une information, c'est-à-dire la condensation de tout ce qui est les constances mathématiques et physiques. Ils donnent toujours l'exemple d'ailleurs. Ta question est claire, les détails. Voilà. En fait, en ce qui concerne l'avant Big Bang, c'est un problème parce que ce que je crois savoir, peut-être que vous êtes plus au courant que moi, je crois savoir que le mur de Planck, ce qu'on appelle le mur de Planck, 10 moins 43 secondes, les équations mathématiques ne peuvent pas aller au-delà. Bon. Il se trouve que maintenant avec Lumini, un grand patron parisien, il dit que maintenant on peut aller plus loin. Donc on parle maintenant de l'avant Big Bang. Et de l'avant Big Bang proprement dit, il parle pas d'un univers créé une seule fois. D'un univers créé, il s'arrête et un autre univers qui prend la relève, et ainsi de suite. Mais je crois savoir que quand le problème a été posé, on n'a pas, en fait c'est une convention. Ils ont arrêté à 10 puissance moins 43 secondes et l'inflation a commencé à 10 puissance moins 43 secondes. Avant, on ne savait pas. Après 10 puissance moins 43 secondes, pendant 380 000 ans, il y a eu cette image-là que les différents satellites ont pu mesurer. Le dernier en date, celui de Planck, l'image en quelque sorte figée du démarrage en 380 000 ans après. Pour la petite histoire, Stephen Hawking se posait la question. La fameuse question que Saint-Augustin se posait en 400 et quelques. Que faisait Dieu avant de créer le monde? Bonne question là aussi. Et là, Stephen Hawking avait donné la réponse.
Il disait Dieu préparait l'enfer pour ceux qui se posent ce type de questions. Voilà. Bon, allez pour répondre. Maintenant, le professeur Aourak. En fait, c'est un peu mon domaine. C'est juste. Alors, d'abord, c'est bien sûr Saint-Augustin qui voulait dire qu'il a dit que Dieu préparait l'enfer pour ces gens-là. Non pas Stephen Hawking qui finalement meurt athée, semble-t-il. Bien, Saint-Augustin, oui, notre Saint-Augustin. D'accord. Pour ce qui est juste très rapidement de ce qui est l'histoire de pre-Big Bang Theories, d'accord. Ces théories-là ne se basent pas sur la physique des particules actuelles, comme la grande théorie des champs, mais elles se basent sur la supersymétrie, où là, en fait, les superstrings, qui eux n'ont pas de dimension fondamentale, qui permettent donc, qui n'ont pas ce problème de mur de Planck à distance moins 43. Pourquoi distance moins 43? Parce qu'à ce point-là, nous avons ces strings-là, n'ont pas une certaine dimension, et donc on n'arrive pas au point zéro, et donc toutes ces théories de pre-Big Bang, donc Epireutic Theory comment s'appelle, de Turok et autres, etc. C'est des blagueurs, ils ne sont pas sérieux en cosmologie. Il y a des théories qui sont sérieuses, qui parlent de ce qui se passerait avant le Big Bang, et comme tu as mentionné, effectivement, sont en général des théories cycliques, qui impliquent des Big Bang, Big Crunch, Big Bang, etc., en série, etc. Voilà, c'est juste pour mentionner ce point-là. Maintenant, la question très importante, et Khatera, qui t'a lancé M. Daralab, est-ce que le monde est en perdition ou non? Est-ce que l'humanité est faite, est destinée à finir? Ça, je ne sais pas ce que tu vas dire. Bon. Alors, il y a d'abord qu'on se mette d'accord sur la notion d'entropie. Du point de vue thermodynamique, évidemment, la définition que l'on donne, c'est le degré de désordre. Bien. Et l'équation, je me souviens, un professeur qu'on avait, quand j'étais à l'IFP, il nous parlait il disait, une vie bien remplie, c'est quelqu'un qui maîtrise son entropie. Ça veut dire qu'en fait, la descente, elle est là. Nous allons tous mourir. Le problème, c'est de savoir quand. Le plus tard possible. Donc, il faut diminuer la déperdition en fonction du temps. Donc, quelqu'un qui s'entretient bien, il va avoir une entropie maîtrisée. L'entropie maîtrisée, bon, du point de vue philosophique, qu'est-ce que ça veut dire, l'entropie maîtrisée? C'est-à-dire que c'est une entropie qui est fatale, elle est là. Mais le problème est là, c'est qu'elle peut, à taille humaine, à taille de civilisation humaine, donner l'impression d'éternité. Alors que, fatalement, on sait par exemple que le Soleil va exploser dans 5 milliards d'années. Ça nous pone, il aura éclusé tout son stock d'hydrogène. Ça va venir. Bon, le plus tard possible. Bien. Mais ceci étant dit, cette notion d'entropie est à la fois interrogatrice et aussi, ce qui est surtout important, elle pose le problème de la vieillesse et le problème de la mort. Bon, quand je disais tout à l'heure qu'il y a des gens qui vous disent on peut faire vivre quelqu'un pendant 200 ans. Là, avec les technologies actuelles, si vous arrivez à remplacer toutes les parties de l'organe proprement dit, il n'est pas impossible. Donc on stabilise son entropie. Parce qu'actuellement, il est connu que l'homme peut vivre jusqu'à 120 ans, en moyenne. Mais on peut aller plus loin. Et on dit qu'on peut aller plus loin. Mais maintenant, le problème, c'est d'aller plus loin comment? Avec la même humanité? Ou avec une humanité de partage, ce qu'on appelle le cycle. C'est-à-dire qu'il arrivera un moment où une partie de votre organisme n'est plus vous-même. C'est une partie externe. Une partie externe. Vous n'avez qu'à voir les films là, qui sont passés où on parle de cela. Bon, c'est un peu dans les... Mais, semble-t-il, il y a beaucoup de travail actuellement sur ce qu'on appelle le vieillissement. Et on parle de ce qu'on appelle les chromosomes, les fameuses têtes des chromosomes qu'on appelle les télomères. Et ce sont ces télomères-là qui rétrécissent avec l'âge. Alors, si vous injectez une drogue qui s'appelle la DNA, vous arrivez à stabiliser ce chapeau. Donc, de cette façon-là, la durée de vie fait en sorte que l'homme peut vivre plus longtemps. Maintenant, le problème de la destinée, bon, l'humanité entière, proprement dit, moi personnellement, d'après ce que je crois,
s'il n'y a pas un retour de la sagesse, c'est-à-dire s'il n'y a pas quelqu'un de transcendant, ou quelques-uns de transcendants, capables de dire que l'humanité est en train de dériver, nous allons droit dans le mur. Tout à l'heure, je parlais de la 6e extinction. La Terre peut vivre sans nous. L'humanité peut disparaître, mais la Terre sera là. Elle en a connu des extinctions. Nous allons vers la 6e extinction. Et ça, vous avez remarqué le dessin que je vous ai fait, c'est l'homme qui est assis sur la branche et il est en train d'assiller. Ça commence avec les abeilles et ainsi de suite. Donc l'humanité n'aura aucun avenir, de mon point de vue, si on continue sur cette vision non apaisée, sur cette vision agressive, où c'est la politique du plus fort, etc. Je sais pas si j'ai répondu à votre question, mais pour moi, 1h du matin, je ne peux pas en dire plus. Nous revenons de loin. Je pense que finalement, en dernière analyse, je reprendrai les mots qu'avait prononcé notre cher professeur à la fin de son exposé et puis il y a juste quelques instants. Il est important, il est vital pour l'homme qu'il aille vers plus d'humilité et plus d'humanité s'il veut rester, s'il veut faire quelque chose de sa vie et de sa terre, et si peut-être s'il veut éviter sa distinction, sa 6e extinction peut-être. Bien, sur ces mots de sagesse et de bonne volonté peut-être qui existeraient au niveau de l'humanité, je voudrais donc clore ici, où Dr Aoulak va le faire pour moi, cette deuxième gala. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Merci. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième gala. Donc je voudrais, au nom de la direction générale, remercier M. Chitoul et lui offrir ce petit présent. D'accord, d'avoir bien animé. Et donc, on vous donne rendez-vous pour vendredi prochain avec le professeur Rachid Harbi, d'accord, qui va vous parler de la réalité et du virtuel et les hologrammes. Donc, à vendredi prochain, Inch'Allah. Et bon rentrée. Bravo.